Voici l'histoire d'un jeune homme que son talent et une part d'arrogance ont conduit à rendre publique la comptabilité d'un notable, en réalité exploiteur de la misère. Devenu paria au nom de la bonne conscience, il s'est réfugié en Verne, dans un paysage oublié de fermettes en ruine ou citadinisé. Mais il avait 20 ans. Il ne savait tout simplement plus que faire de sa vie désespérément vide. De manière totalement inattendue, un jour de vadrouille, par un simple message laconique. Et suivi d'autres. Il s'assit sur la seule chaise. Il se sent désemparé, l'atmosphère est oppressante. Qui êtes-vous, Peter? La question le surprend.
Mais il se souvient du ton des messages, de ce qu'on semble connaître de lui. Alors il pressent la manière dont il doit répondre. Je suis de ceux qui refusent la fatalité de l'injustice et de l'iniquité. J'en ai été témoin révolté dès l'enfance. Nous savons cela de vous. Nous vous remercions de votre franchise. Mais dites-nous maintenant en quoi il faut de la mesure en toutes choses. Il faut de la mesure dans la répartition des tâches les plus rudes et les plus humbles, dans la répartition du fruit du labeur de tous, dans l'exploitation des ressources de la nature. Il faut de la mesure dans l'accès à l'éducation, dans le partage des subsistances les plus primordiales à la vie. Voilà en quoi il faut de la mesure. Vous sentez-vous en force de contribuer à corriger les manques de mesure qui se sont pérennisés? Je me sens la force de ma tâche et de celle que l'on me confiera. Le voulez-vous, le pouvez-vous? S'il en est ainsi, répondez par cette formule solennelle. Oui, je le veux sur mon honneur. Oui, je le veux sur mon honneur. Je vous remercie, monsieur. Et maintenant, retournez chez vous et méditez sur ce moment qui vous engage et nous engage aussi. Dorénavant, nous veillerons sur vous, mais au prix de votre discrétion. Nous allons vous rencontrer. Préparez-vous. Nous vous recevrons demain. C'est terminé, semble-t-il. Il ne sait s'il est plus désemparé que soulagé. Il quitte l'endroit et reprend sa route. Dans la journée, un coursier déposa des sacs de ceux utilisés par les boutiques. S'y trouvait un habit, des chemises et cravates, des chaussures, tout à sa taille. Et enfin, l'heure venue, cette fois on l'accueille. La salle si intimidante est éclairée. 4 personnages y siègent, l'un d'eux se lève. « Bienvenue, Peter. » Et il poursuivit. « Pardonnez-nous pour le bouleversement d'hier. Vous en aviez besoin pour sortir de vos replis et mélancolies. Désormais, l'avenir est à nouveau entre vos mains. Peter, vous êtes sans doute assailli de questions sur ce lieu, sur nous autres. Il est temps de vous éclairer. Près vos marques, faites lecture de l'originaire. » Et le premier interlocuteur se levant reprit. « Je suis le prévôt en charge Jean, et je vous présente la prévôte Luce et les prévôts Mathieu et Marc. » Et se tournant vers tous. « Bienvenue à notre nouvel attaché, Peter. Le temps de son édification est terminé. » Puis se tournant à nouveau vers Peter. Sachez encore que nous siégeons pour faire vivre la prévôté, mais aussi pour que vivent nos convictions et utopies, celles écartées de nos engagements ministériels par le jeu politique. Mais nous n'avons pas renoncé à nos convictions, et vous nous rejoignez pour leur donner corps. Et maintenant que la prévôté siège.
Peter prit alors régulièrement le chemin de la prévôté. Les réunions associant plaisir de la table et densité des échanges estompèrent lentement les gravités qui le tourmentaient, qui avaient provoqué sa chute. Il passa ainsi lentement de l'ombre à la lumière, laissant derrière lui révolte et véhémence. Il trouva confirmation qu'il est devoir de refuser injustice et iniquité. Mais entrevit aussi qu'il est réfléchi de ne pas s'engager seul à y porter lutte. Il m'est à la fois grave et agréable, depuis mon admission, de prendre le chemin de la prévôté. Plaisir de la table et conversation ont redonné sens à ma vie, en ont chassé tourments et morosité. Mais ce soir-là, j'ai perçu une gravité inhabituelle. Elle se confirma lorsque le prévôt en charge prit la parole. Comme vous le savez, le temps est venu que je transmette mon siège en vertu du principe de rotation établi. Mais aujourd'hui, les circonstances en sont nouvelles pour notre prévôté. Veuillez prendre connaissance du message de la désormais en charge prévôte Luce. Naguère ministre des Finances, il subsistait en moi le regret de n'avoir pu donner ma pleine mesure. Or, je suis aujourd'hui à nouveau appelé aux responsabilités, comme ministre de l'Éducation cette fois. L'esprit de la prévôté me sera nécessaire pour affronter cette charge et ces défis. La nouvelle ministre fut rapidement submergée par le surfonctionnement de l'institution, par une administration dévolue au culte des détails, reléguant sous les amendements la finalité perdue du lieu, donner réponse aux besoins d'apprendre des enfants. À l'heure du déjeuner, elle s'octroyait néanmoins le temps de flâner à la librairie proche, épier tout ce qui parle de pédagogie. Vous ne trouverez rien là. Tous ces livres sont écrits par de bons élèves, alors que ce sont les mauvais qui savent tout de ce sujet. Pardonnez mon indiscrétion, vous n'êtes pas étudiante, vous cherchez sans fébrilité. Pourtant vous laissez voir une préoccupation, peut-être un enfant en difficulté. J'ai 12 millions d'enfants en difficulté, je suis au ministère de l'Éducation. Oula, alors vite, quittons ces rayons, il vous faut de la quiétude, je vous emmène. Voyez-vous, tous ces livres glosent sur comment les enfants apprennent, mais qui demande pourquoi ils apprennent. Le savoir n'est pas contenu de la pensée, mais notre pont avec les autres. Mais parlez-moi de vous. Guère le temps de cela, je dois retourner à mon bureau, mais je ne regrette pas d'avoir sacrifié le déjeuner à votre compagnie. Oh ma pauvre, tenez. Oui, mon nom est Garamond. Je rends ainsi mémoire à mon aïeul et à son maître. C'est une invitation pour demain, 12 heures. Vous aurez et la conversation et le déjeuner. À propos, appelez-moi Edgar. Edouard Garamond m'a toujours paru un peu long pour les amis.
Il l'attendait, la fit entrer et l'invita à prendre place. « Merci d'être venu. Engageons avec ce Saint-Véran. Nous le garderons pour le repas. » Une ligne sépare ce qu'on associe imprudemment, l'intelligence qui n'est qu'à nous, et le savoir qui est à tous, et qui est le vivre ensemble. 2 et 2 font 4 pour tous, toujours et partout. L'intelligence est l'instrument, le savoir les traces qu'il permet. L'enseignant apporte les traces, l'enfant apporte l'intelligence. C'est une rencontre si les deux sont prêts. Engageons avec ce Saint-Véran, nous le garderons pour le repas. L'enfant construit sa pensée pas à pas, mais ce sont les siens. Que pensons-nous pouvoir les accélérer? Nous écrasons à coups de savoir d'adultes la succession que se donnent les savoirs d'enfants. Seul le surdoué fait recette, que faire des autres? Désormais, le mythe de la précocité remplace le mythe du progrès. Et le temps passait vite. Elle repartait s'engloutir dans la fébrilité du ministère, ses urgences sans hiérarchie. Elle était riche du moment passé, de ces conversations qui semblaient faites d'aphorismes sans relation entre eux, qui pourtant faisaient chemin. Elle échappait ainsi lentement au prêt-à-penser qui étouffait l'institution. C'est à ce moment-là que survint la publication de l'évaluation internationale des systèmes d'éducation. Riche de ses conversations avec Edgar, la ministre accepta de commenter la situation sur les médias à une heure de grande écoute. Oui, notre rang dans les classements internationaux m'interpelle, dans ma fonction, comme parent, comme citoyenne. Alors, les mettre en cause, nier l'évidence, mettre sur pied de nouvelles commissions, créer de nouveaux postes, ou élaborer de nouveaux programmes, publier des manuels remplaçant ceux de l'année précédente. Non, je ne vais pas faire cela. L'école est celle de tous, aussi j'en appelle à tous pour réfléchir à l'école que nous voulons. Dès la naissance, l'enfant construit sa pensée, pas à pas, et ce n'est pas une course. Mais en ce moment, notre école n'attend pas. Mais en ce moment, elle laisse nombre d'enfants au bord du chemin. L'excellence ne jaillit pas de la sélection. L'école du maximum nous a fait perdre les bienfaits de l'école du minimum. Aussi, ne faisons-nous pas les choses trop tôt? N'est-il pas temps sur l'école compétitive de construire l'école attentive? J'en termine par cette question. Voulons-nous l'école de quelques-uns alors qu'elle est le moteur du vivre ensemble? Et j'ai entendu le résultat. Engageons avec ce Saint-Véran, nous le garderons pour le repas. Le savoir est en jeu de l'esprit du temps. Il a ses aventuriers, mais aussi ses craintifs, qui se croient ses gardiens et qui défendent âprement les prérogatives ainsi obtenues. Que cache cet enthousiasme à mesurer des résultats? Le cuisinier pense-t-il que le poids du légume assure son goût? Le besoin de savoir habite l'enfant, l'école n'en est pas la seule réponse. Alors réfléchissez à cela. Comment est-on intelligent hors de l'école?
Que font de leur intelligence ceux qui sont tombés ou qui ont raté le train du plus grand nombre? Les classements dépressifs notre enseignement se doivent d'abord d'être en questionnement. Nous avons des enseignants engagés, une administration dévouée, des crédits importants sont concédés. Nous sommes un pays de grande culture, porteuse d'une langue riche. Alors comment cela est-il possible et que faire pour relever ce défi? Commençons par retrouver de la bienveillance envers l'école, envers ceux qui y œuvrent et faisons leur confiance. Revenons aux évidents, le rôle des parents à l'éducation, ils ont charge de la sphère familiale. Le rôle des enseignants est l'instruction, ils ont charge d'entraîner nos enfants dans la sphère sociale. L'enfant a besoin des deux, ces rôles ne sont pas interchangeables. Plutôt que discourir sur ce que devient l'école, interrogeons-nous sur ce que deviennent les élèves. Par exemple, que font les enfants de leur intelligence lorsqu'ils n'ont pas l'âge prévu pour ce qu'on attend d'eux? Ne serait-il pas temps de comprendre qu'ils ne sont pas simplement bêtes, mais qu'ils utilisent autrement leur intelligence? Ils se construisent leur propre espace de savoir. Ce ne sont pas des manies, mais des appels au secours. Leur prêter attention, les aider à rejoindre le train serait un premier pas pour redonner force et dimension à notre école. Alors que tous ceux qui entendent cet appel prennent contact, j'entendrai chacun et mes collaborateurs sont prêts à mener ce projet. L'école publique originelle fut-elle cette bienveillante offre d'un futur harmonieux puisque républicain? Elle fut avant tout réponse aux changements déjà à l'œuvre et annoncés par les écrivains. L'enjeu en fut de protéger les enfants des travaux avilissants auxquels on les condamnait sans état d'âme. Alors cette école d'aujourd'hui, si difficile à mener, cette école bruyante, polémique, offerte au vacarme, cette école désanctuarisée par l'omniprésence des parents, cette école ouverte au tumulte des ondes et des griffes, ne serait-elle non pas la fin de quelque chose, mais l'annonce d'un renouvellement? Est-il alors temps d'œuvrer pour l'école qui va protéger les jeunes gens de demain des tâches médiocres d'aujourd'hui? La dégradation de lieux de vie entiers semble aller croissant, mais n'est-elle pas aussi exhorte à contrecarrer le fatalisme, à refuser le tribal et s'élargir au partage respectueux? Et croyez-moi, cela viendra beaucoup des filles, bien plus courageuses face aux archaïsmes. Il faudra lever la peur de se taire chez ces élèves sans cesse sans parole, de crainte de ne pas exister parmi les autres. La quiétude réclamée par l'apprendre n'est pas négation de soi, mais chemin de l'espace commun du savoir. C'était ma dernière intervention publique, je vais m'en aller. Je ne vous oublierai pas, je crois aux forces de l'intelligence.
Ce que nous appréhendons comme le monde n'est que la part de l'univers sur laquelle nous portons de la signification. Ce halo de connivence n'a de réalité qu'exercer et partager. Il n'a pour finalité que sa propre transmission. Peut-on dès lors influer sur cette volonté de conservation ? L'appel à la prévôte Luce comme ministre de l'Éducation devait entraîner la prévôté tout entière dans une réflexion sur l'enseignement. Sa brutale mise à l'écart non seulement écarta la perspective de ce débat attendu, mais ramena au premier plan le questionnement essentiel. Suite à son appel télévisé, un certain nombre d'enseignants ou de citoyens avaient pris langue avec l'ancienne ministre. Bien que son renvoi avait en principe figé l'élan imprimé, il fut décidé que la prévôté allait honorer les engagements pris, et cela par le moyen dont elle dispose, ses deux attachés, Étienne et Peter. On sait tout de Peter, mais qui est donc Étienne ? Il était le descendant des anciens maîtres des lieux et de la contrée elle-même. À l'origine restaurateur du lieu, on l'avait sollicité à assurer l'intendance et les interventions discrètes de la prévôté envers la justice. Peter avait été appelé pour le seconder. Et à ce moment, leurs aptitudes respectives furent précieuses pour confirmer ou découvrir les situations alarmantes ou délétères de certains élèves, en se rendant incognito sur le terrain pour le baroudeur Étienne, en s'infiltrant dans les dédales administratifs pour le hacker Peter, en recourant à leurs influences possibles pour contrecarrer la fatalité sociale pour l'un ou l'autre prévôt. Mais cela n'était qu'un pis-aller. Les protagonistes de la prévôté étaient lentement gagnés par le sentiment d'insuffisance, non pas seulement quant à la nécessité de leur engagement, mais de sa nature même. En effet, une interrogation s'insinuait. Ne faisions-nous pas que perdurer, répéter ce qui avait condamné à l'échec Peter, qui imagina décisif de révéler, ce qui avait désarmé la prévôte Luce, qui crut suffisant de proposer, ce qui avait découragé Étienne quant à l'efficience de s'interposer physiquement. L'attaché Peter demande à s'exprimer. Distinguer clairement le lien entre instruction et éducation et ne pas les opposer entre elles. Est-ce un bien perdu ? Légitimer l'autorité de l'enseignant et des règles claires pour offrir la quiétude nécessaire aux apprentissages. Est-ce un bien perdu ? Œuvrer au consensus social qui supporte l'école et qu'en place de le discuter, on s'offre à le restaurer. En est-il encore temps ? Merci, Peter, mais encore concrètement. Voici les pas sur un chemin possible. Offrir les avantages d'une école souhaitée et soutenue par les habitants convaincus attachés à leur lieu de vie. Retrouver des instants d'école multidegrés pour sa valorisation des échanges entre les âges.
Restaurer l'acceptation du rôle indiscuté du maître pour sa valeur de repère social attendu par les enfants. Mais il faut pour cela l'accord de tous ceux qui attendent que du projet social soit dit. L'intervention de Peter, outre son apport, fit réaliser au prévôt qu'il était temps d'ouvrir l'institution à ses forces exécutives. Attachez Étienne et attachez Peter, entrez. La prévôté a statué pour modifier ses conditions d'admission. Il a été fixé le statut nouveau de prévôt par mérite. Dès lors, par les pouvoirs qui me sont conférés, attachez Étienne et attachez Peter, je vous invite à siéger à l'avenir comme prévôt en tout droit par mérite. Prévôt Étienne et prévôt Peter, prenez possession de votre siège parmi nous. Nous portons maintenant à discussion la mise en œuvre du projet présenté lors de notre réunion précédente. Ainsi émergea un nouvel apport au grand élan des utopies pédagogiques. Elles sont un récit fondateur d'un futur souhaité et n'en déplaise aux esprits chagrins possibles. Mais on ne peut ici que rêver cette prévôté imaginaire, rêver son engagement de force et de talent dans les pas successifs que nécessiterait un tel projet. Parcourons-les tout de même.